Bonjour Louis. Oui, bonjour Régis. Ce webinaire donc consacré au Bitcoin, c'est la première fois qu'on fait un webinaire consacré au Bitcoin. On est ravis que vous soyez là. On va vous laisser le temps d'arriver. Eh ben c'est parfait. Alors, je vous propose qu'on attaque dans le dur. Je vais afficher. Alors, on le fera en deux temps. Louis va développer son point de vue et sa présentation. Je ferai le mien et vous allez voir. J'espère que vous allez trouver ça intéressant, même si vous ne serez pas d'accord avec l'un ou avec l'autre. Mais on a deux approches réellement différentes, puisque Louis est un spécialiste des cryptos, je ne le suis pas. Je suis un spécialiste de l'allocation d'actifs au sens large, et Louis peut-être également. Donc, je passe la main. Peut-être, Louis, peut-être quelques mots d'introduction. Peut-être tout le monde ne te connaît pas. Oui. Alors donc en fait, c'est la diapo qui est un petit peu plus loin, juste à celle d'après. Donc voilà, pour me présenter rapidement, moi je suis, tombé dans la finance un peu par hasard à l'âge de 14 ans. C'était ma maman qui m'avait dit: «Tiens regarde, il y a un truc sympa». Il y avait le groupe Drouot. C'était le premier raid d'un monsieur qui s'appelait Claude Bébéar, c'était sympa. Voilà, j'ai commencé à m'intéresser à la finance comme ça. J'ai été conseiller financier pour la première fois en 94. J'ai fait un 3e cycle gestion de patrimoine à Clermont en 2000, non, une petite erreur puisque je suis gérant de montagne patrimoine depuis 2003. J'ai passé mon diplôme en 2002 et en 2014. Donc je dirige, une société, enfin 2 sociétés, Montagne Patrimoine, Montagne Conseil. On fait de la gestion de patrimoine, beaucoup de conseils et un petit peu d'intermédiation et je me suis intéressé aux cryptoactifs en 2015 et j'ai été moi-même investisseur uniquement à partir de 2019. Je suis papa d'une famille très nombreuse, je suis passionné de voile et de rugby, pratiquant le rugby, j'ai arrêté, mais la voile, je pratique toujours un petit peu et je suis accessoirement j'habite en Vendée, donc je suis bénévole au Puy du Fou, je fais voler des décors avec des drones, donc vous voyez, dès qu'il y a de la techno, tout ça, ça me passionne. Voilà pour la présentation et on va revenir sur la première diapo. J'attaque, hein, Régis, hein. Vas-y. Mon but, aujourd'hui, c'est pas forcément d'aller démonter, enfin d'aller passer sur ce qui agite les réseaux sociaux. J'ai plutôt essayé de vous expliquer sur quoi repose Bitcoin, puisqu'on sait que les monnaies que nous échangeons tous les jours reposent sur la confiance. C'est pour ça que nous, dans la sphère crypto, on les appelle les fiat. Ou fiat parce qu'elles sont décidées par une autorité supérieure. Mais quand même, je me suis rendu compte, vu les échanges qu'on avait avec Régis avant cet événement et notamment sur LinkedIn, qu'il était important d'aborder quand même quelques termes au niveau des poncifs. Je vais le faire un tout petit peu maintenant, puis après je vais revenir derrière. Notamment, il y a un premier poncif sur lequel j'ai répondu ce matin à Régis, sur lequel on dit Bitcoin est un actif spéculatif. Alors là, je vais remettre tout de suite les pendules à l'heure. On va remettre l'église au centre du village. Bitcoin n'est pas un actif spéculatif. Il y a des spéculateurs qui se servent de Bitcoin pour spéculer et pour faire de l'effet de levier. Majoritairement, les détenteurs de Bitcoin sont des détenteurs longs. On estime qu'on sont en 70 et 75 qui sont ce qu'on appelle des hodl, parce qu'à une époque, il y a un gars qui avait dit je vais les conserver au lieu de mettre hold. Il a mis le L après le D, donc on appelle ça des hodl. Et c'est la très grande majorité des gens qui ont des bitcoins, c'est plutôt pour les conserver. Donc, s'il y a des gens qui font de l'effet de levier avec les bitcoins, ce sont des gens qui font de l'effet de levier ailleurs. S'il y a des particuliers qui font de l'effet de levier sur Bitcoin, c'est parce qu'ils font de l'effet de levier sur d'autres plateformes comme des CFD, des choses comme ça. Donc, et donc, c'est pas Bitcoin qui est la cause, c'est Bitcoin et on est un peu la victime. Hein, c'est vraiment l'actif qui est concerné par ça. Je vais revenir sur un mot qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. Beaucoup de gens viennent sur les crypto-monnaies, Bitcoin un peu moins, mais sur les crypto-monnaies, en ayant peur de louper quelque chose. Je pense que c'est la plus mauvaise manière d'investir le sujet, hein. C'est-à-dire que si on investit quand on sait qu'une décision d'investissement comment dire, motivée par la peur, je pense que c'est vraiment la plus mauvaise décision, que l'on fait, que ça soit à l'achat ou à la vente. Les légendes, j'en aborderai quelques-unes. Retenez simplement que on ne connaît pas encore, le créateur de, Bitcoin et sincèrement, on espère ne pas le connaître parce que c'est un côté sympa et mystérieux. Voilà, donc il y a tout un tas de légendes autour. En tout cas, c'est en aucun cas la personne qui aurait soi-disant gagné un procès aux États-Unis, puisqu'elle était incapable de faire la transaction qui prouverait qu'elle serait, Satoshi Nakamoto, entre guillemets. Hem,
La hype, bah, oui, c'est très intéressant. C'est un sujet qui, intéresse beaucoup de monde, il faut savoir de quoi on parle. Et puis enfin, nouvel instrument financier, nouvelles arnaques. Il y a toujours eu des arnaques sur les instruments financiers. Ici, on appelle ça des hacks puisque c'est de l'informatique ou des scams. Scam, c'est un mauvais scénario, et je pourrais vous expliquer avec un exemple, ce que c'est qu'un scam et comment il faut faire attention, avec tout ça. Je vais aller sur la diapositive, 3 qui est, un petit sondage qu'on avait fait en en septembre 2021 en disant: «Pourquoi vous n'avez pas encore investi en crypto?» Même pas en bitcoin, mais en crypto. Donc il y avait 2 grosses réponses qui veulent un peu dire la même chose. C'est: «Je n'y comprends rien et c'est du vent». Et puis j'avais 2 autres, on avait 2 autres, arguments, objections qui étaient: «Ça pollue et c'est trop cher». Alors pour répondre à «ça pollue», Bitcoin demande une grande quantité d'énergie pour, inscrire des transactions dans la blockchain et je vais vous expliquer pourquoi. Et retenez une chose, c'est que qui dit consommation dit sécurité. Il y a un lien direct entre la consommation d'énergie et la sécurité apportée au réseau. Donc ça, je vais l'expliquer après, je vous aurai montré comment ça fonctionne. Pour «je n'y comprends rien et c'est du vent», c'est souvent parce que je n'y comprends rien que je dis que c'est du vent. Je ne prétends pas vous expliquer tout aujourd'hui, mais je vais vous ouvrir un petit peu le capot. Je vais vous donner quelques règles de cuisine qui vont vous permettre de comprendre pourquoi un certain nombre de personnes pensent que Bitcoin est une révolution extrêmement importante, notamment dans ce qu'elle va faire changer, enfin, les comportements qui vont être amenés à changer grâce à cela. Je peux te poser une question, Louis? Dis-moi. Dans, dans ce que tu dis, effectivement, tu dis il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est du vent parce qu'ils n'y comprennent rien, et donc ils restent à l'extérieur de ce marché. Oui, C'est ça. oui, Est-ce que tu penses que tous ceux qui sont dans le marché ont tous compris ce qu'ils achetaient? non, clairement non. Du moins au début. En fait, souvent, on a des clients qui disent: «Ah, j'aimerais bien y aller», et puis ils y vont pas. Moi-même, je parlais de bitcoin depuis en 2015-2016, pensant connaître et il y a que lorsque j'ai véritablement investi mes premiers euros dans des bitcoins, que j'ai eu besoin de comprendre ce qui se passait véritablement. Parce que alors c'était pas, skin in the game, hein, parce que j'avais vraiment mis très peu, mais je me suis senti beaucoup plus concerné. Donc je ne pense pas que tout le monde ait compris de quoi il s'agit, tous ceux qui sont investis aient compris de quoi il s'agit. Par contre, le fait d'investir nous amène à nous intéresser vraiment à ce dans quoi on a mis de l'argent. On répond, comment acheter des bitcoins? Je vous expliquerai ça au fil de l'eau. Globalement, pour répondre simplement, vous avez soit des plateformes d'échange centralisées, j'en cite une, c'est pas ma préférée, mais c'est Binance, B-I-N-A-N-C-E. Et puis, vous avez aussi, la possibilité de faire un petit peu différemment, selon des systèmes que nous préférons. Vous avez notamment une très bonne plateforme française pour acheter vos premiers bitcoins qui s'appelle Paymium, P-A-Y-M-I-U-M. Paymium, je vais vous le marquer et si jamais vous le voulez, on peut même vous donner un petit code, d'affiliation qui vous permet de faire une petite économie quand vous achetez, vos premiers bitcoins. Hem, Est-il temps de s'y intéresser? Je pense que c'est vraiment le moment de s'y intéresser. Alors, si on veut rentrer un petit peu déjà, de manière, un petit on va être sur une vue de drone. On va commencer par les images. Une image vaut 1000 mots. Régis et moi, quand on a attaqué dans la finance, on n'a pas imaginé un autre modèle que celui qui est dans l'image du haut. Des individus qui ont un rapport avec une banque. Elle-même, cette banque a un rapport avec la banque centrale du pays, qui a elle-même un rapport avec la Banque centrale européenne. Donc on va dire un système extrêmement centralisé. Et alors moi je dirais un peu une consanguinité, parce qu'aujourd'hui, on a, l'ancien patron de la banque centrale a été un banquier de Goldman Sachs, dont on sait que quelquefois ils ont été un petit peu pris les mains dans le pot de confiture. Aujourd'hui, c'est une ancienne avocate, d'un cabinet de conseil. Hem, il y a pas mal de consanguinité là-dedans. Je dis pas qu'ils font mal leur boulot, hein, mais je dis que simplement, voilà, il y a des décisions qui sont où le citoyen de base se sent quelquefois mis de côté par rapport aux décisions. Le citoyen qui disait il y a quelques mois: «J'ai l'impression que l'inflation va arriver»,
la présidente disait non, non, il n'est pas question d'inflation. Et puis aujourd'hui, quelques mois plus tard, la présidente dit ah oui, l'inflation, c'est quand même un vrai problème. Alors que Régis comme moi, on avait quand même vu venir ce risque depuis un moment. Voilà. Ce qui est en face, ce qui est en dessous, si vous voulez, la finance décentralisée, mais c'est sur ce sur quoi Bitcoin comment dire, est assis, c'est un réseau de pair à pair. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu Napster, hein. Napster, c'était les premiers trucs, on pouvait s'échanger des fichiers audio gratuitement, on piratait des disques, des CD, on mettait des CD sur son ordinateur, on les transformait en MP3 et on s'échangeait gratuitement les MP3. Bon, ça, c'était totalement interdit, mais c'était le système, on comprend mieux le système du pair à pair, d'un ordinateur à un autre. Et ça, c'est le système de pair à pair, mais c'est le problème d'internet, c'est que quand vous envoyez un fichier, si j'envoie un mail, quand j'ai envoyé ma présentation à Régis tout à l'heure, enfin hier, eh bien, Régis a reçu ma présentation et moi j'ai gardé une copie de ma présentation, ou inversement, j'ai gardé l'original de la présentation et Régis a eu la copie. Donc on a une problématique qui est la double dépense, c'est-à-dire que si ça avait été de l'argent, eh bien Régis aurait reçu l'argent et moi j'aurais gardé l'original de l'argent, ce qui ne va pas, c'est pas possible. On ne peut pas avoir la copie d'un billet et le billet en lui-même. Il y a un problème qui ne va pas. Du coup, il fallait traiter cette problématique de double dépense. Alors, comment on la traite aujourd'hui? Par exemple, PayPal est un acteur dit non bancaire qui traite la problématique de la double dépense. Quand ici Régis et moi, nous avons un compte PayPal, je peux lui envoyer de l'argent sans qu'il y ait la double dépense et simplement, et c'est l'argent, c'est de la monnaie électronique en quelque sorte, et j'ai pas de souci. Le problème, c'est que j'ai un tiers de confiance qui est PayPal. Et le créateur du Bitcoin ou les créateurs du Bitcoin voulaient s'affranchir des systèmes centralisés parce qu'ils voyaient que les systèmes centralisés étaient en train de coloniser Internet qui devait être un espace de liberté. Et donc, ils ont cherché un système qui puisse être permissionless, donc sans permission, trustlessness, ça veut dire sans faire confiance, et un système qui permette de s'affranchir du tiers de confiance, pair à pair, sans tiers de confiance, et avec une distribution sur tout un tas d'ordinateurs de la blockchain. Exemple, chez moi, j'ai un nœud Bitcoin qui me rapporte strictement rien, mais je participe au maintien et à la distribution des transactions sur l'ensemble des nœuds du réseau. C'est-à-dire que mon nœud est une sauvegarde du réseau. Il faut savoir que la blockchain Bitcoin, elle tient dans 500 gigas. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez vous-même avoir un nœud chez vous qui participe à la sécurité du réseau. Donc retenez une chose, pas besoin de tiers de confiance. C'est pour cela que la réglementation n'aime pas Bitcoin, parce que du coup, on ne peut pas forcément surveiller ce qui s'y passe. Alors ça, c'est quand on ne connaît pas, mais en fait, on peut tout voir. Et c'est difficile à contrôler. Voilà. Donc du coup, on a cette innovation, mais cette innovation qui peut ne pas plaire parce qu'elle est assez autonome dans son fonctionnement. Vraiment autonome, parce qu'elle est de pair à pair, sans tiers de confiance, et qu'elle est distribuée. Donc ça veut dire que quand on fait une transaction, cette transaction, on l'a sur tous les ordinateurs du nœud. Voilà. Donc, je vous ai parlé de Bitcoin qui est l'écosystème en lui-même, mais si on parle du jeton, le jeton, c'est un peu le carburant dans tout ça. C'est le carburant de l'écosystème. Ce qu'il faut retenir, c'est que si jamais je dis j'envoie un bitcoin, c'est très généreux si je t'envoie un bitcoin, Régis, hein, tu me l'envoies après. Hein, voilà, j'envoie un bitcoin à Regarde une Régis. copie. Voilà, non, tu pourras pas, j'envoie un bitcoin à Régis. Le fait d'avoir d'envoyer un bitcoin à Régis, ça coûtera rien en fait. La transaction en elle-même ne coûte rien. Mais si je le fais par la blockchain, par la blockchain Bitcoin, je veux garder une trace. Pour garder une trace, il faut l'inscrire dans le registre. Là encore, ça ne coûterait rien. Mais si je ne donne pas un pourboire au mineur, si je ne vais pas dire au mineur, je te donne un pourboire pour que tu puisses le mettre dans le bloc que tu es en train de miner, eh bien, cette transaction ne sera pas inscrite. Donc, en fait, le mineur, il est rémunéré par deux choses. Il est rémunéré par la récompense, aujourd'hui 6,25 bitcoins quand il mine un bloc, et aussi par l'ensemble des pourboires que les gens auront mis pour qu'ils valident leur transaction. Donc, globalement, un bloc, c'est 3000 transactions. Globalement, 30 $ de pourboire par transaction. Donc, il apprend 10 000 $ plus 6,25 bitcoins. Donc, globalement, aujourd'hui, un mineur, quand il mine un bloc, et s'il est bon, il peut en miner un toutes les 10 minutes, il touche 200 000 $ à peu près. Un peu plus de 200 000 $. Voilà.
Par contre, attention, il y a 2 choses. C'est que quand on mine un bloc aujourd'hui, qu'on mine un bloc en 2012, aujourd'hui, il y a 2 choses. Il y a plus de concurrence, donc c'est plus dur. Et puis, j'ai aussi une récompense qui est moins élevée. C'est-à-dire que plus on va vers la fin de l'émission des bitcoins, plus ça va être les récompenses seront faibles. Alors c'est compensé par le fait que le prix du bitcoin monte, hein, mais en tout cas, c'est une chose qui est très importante. On sait dès le départ que nous n'aurons que 21 millions de bitcoins et dans le code, il est prévu quand est-ce que, on va pouvoir donner tous ces bitcoins. Le dernier, on le donnera normalement en 2142, mais c'est une asymptote, donc on touchera jamais le bout du bout, quoi, hein. Donc dès le départ, on sait qu'il y a 21 millions de bitcoins. Sur les 21 millions, on pense qu'il y a 2-3 millions qu'on reverra jamais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont jeté leur disque dur, il y a beaucoup de gens qui ont fait des erreurs, des choses comme ça. Donc malheureusement, il y a une partie qu'on verra jamais. Donc on pense qu'on aura une 18 entre 18 et 19 millions de bitcoins, à peu près en mouvement. Et vous avez bien compris que mon pourboire, que je donne à mon mineur, eh ben, mon pourboire, c'est du bitcoin. Comme quand je fais une transaction Ethereum, le pourboire que je donne au mineur d'Ethereum, c'est pareil, c'est de l'Ether. Donc j'ai besoin d'avoir du bitcoin si je veux qu'une transaction soit inscrite pour l'éternité dans la blockchain. Voilà. Alors, comment on arrive à sécuriser le tout? Ben, par plusieurs systèmes, vraiment par des systèmes qui sont compliqués, qui sont de la cryptographie, d'une part. C'est-à-dire que je peux donner mon adresse, ce serait assez étonnant, hein. Je pourrais donner mon adresse à Régis sans lui donner et son GPS l'amènerait jusqu'à chez moi. C'est assez bluffant ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une adresse, en fait, ce que j'ai mis le petit schéma, c'est que là, je mets des mots dans le petit schéma, dans la petite machine, je mets des mots, je peux mettre bonjour, je peux mettre Régis, je peux mettre bonjour Régis. Et si je mets bonjour et un point d'exclamation, je n'aurai pas le même, ce qu'on appelle H en dessous sur l'écran, j'aurai une suite de lettres et de mots qui ne seront pas forcément les mêmes si je mets bonjour ou bonjour avec un point d'exclamation. Vous verrez, il y a des petits exercices qu'on peut faire, je vous mettrai ça en lien si ça vous intéresse. Vous pourrez hacher une phrase, vous pourrez hacher un mot en mettant un point, vous verrez que ça ne fera pas du tout le même résultat, la même suite de lettres et de chiffres. Mais en tout cas, ça c'est assez intéressant parce que je mette une transaction qui fait 15 lignes ou un mot de 5 lettres, ça donnera toujours le même nombre de caractères à la fin. Par contre, pour que ça donne 2 fois le même caractère, on est sur un principe extrêmement, improbable puisque on est en exposant 256. C'est-à-dire que pour que 2 mots puissent donner le même, pour que 2 mots puissent donner le même enfin, pour que 2 mots différents puissent donner le même H, c'est la probabilité, c'est la même que si je dois gagner 13 fois d'affilée au loto. Donc c'est hautement improbable. Bon, donc ça veut dire pourquoi j'utilise le hash? J'utilise le hash pour déterminer mon adresse et mon adresse, donc ça c'est donc le premier principe mathématique. Mon adresse, c'est quoi sur Bitcoin? Ben, mon adresse, c'est une suite de 24 mots. C'est une suite de 24 mots qui ont été choisis dans une liste de 2048. Donc mon adresse privée, ce qui est en fait mon code secret pour accéder à une crypto-monnaie, que ça soit sur Bitcoin ou un autre, hein, pour accéder à tout ça, je vais avoir une liste de 24 mots qui va être hachée, donc qui va passer dans la petite machine et qui va me donner une clé privée. Cette liste de 24 mots, elle est choisie parmi les 2048, mais dans ces 2048 mots, ils peuvent être mis dans une ordre, les 24 mots peuvent être mis dans un ordre qui n'est pas exactement le même. Donc, vous voyez le nombre de probabilités que cela fait. Donc, on a cette liste de 24 dans les 2048, et ensuite, on va hacher cela. Et on va donc faire un hachage, et donc on va avoir une adresse qui est cryptée. Donc, vous allez voir que quand je vous ai parlé tout à l'heure d'un truc, et c'est là où je vais après arrêter de parler de technique pour vous parler de choses beaucoup plus tangibles, j'ai dit que Régis pouvait venir chez moi en ayant connaissance de mon adresse sans la connaître. Vous voyez qu'il y a une asymétrie de l'information là. Il y a quelque chose qui est compliqué, c'est que Régis peut venir chez moi sans connaître mon adresse. Ça s'appelle l'asymétrie de l'information. Et en fait, comment il peut venir chez moi? C'est que je rentre dans son GPS une clé publique, une donnée publique, une adresse publique, et cette adresse publique, son GPS dit, eh ben, tiens, c'est la preuve qu'il habite là, sans savoir qu'il habite là. Donc la clé publique et la clé privée
tout repose là-dessus dans la cryptographie. La clé publique et la clé privée. La clé publique, c'est celle que je peux communiquer. La clé privée, c'est celle que je ne communiquerai jamais. Eh bien, ma clé publique, c'est la preuve que j'ai une clé privée, sans la donner. C'est pour ça qu'on a parlé de cryptographie, puisque c'est une clé cryptographique asymétrique. C'est l'asymétrie de l'information. Vous comprenez que Régis peut m'envoyer, il me renvoie mon Bitcoin, hein, Régis, tu me le renvoies. Bien sûr. Je te donne ma clé publique. Eh bien, avec ma clé publique, ça va me l'envoyer sur mon adresse privée. C'est ça, cette asymétrie de l'information. Donc en fait, vous avez pu remarquer une chose, c'est qu'on commence par avoir une adresse qui est très difficilement, on peut pas la hacker. Si je donne pas ma liste de 24 mots à quelqu'un, on peut pas la hacker. Et en plus, je vais passer dans un système où on ne peut jamais l'avoir. Donc ça, c'est un principe très important de la sécurité de l'épargnant. Et maintenant, la sécurité de la blockchain Bitcoin. C'est quoi la sécurité de la blockchain Bitcoin? Eh bien, c'est la puissance de calcul. Pourquoi je parle de puissance de calcul? C'est que pour aller miner un bloc, qu'est-ce que doit faire le mineur? Le mineur, il doit aussi, lui, faire un calcul et trouver un hash, donc comme dans la petite machine qui est là. Il doit faire un calcul, mais ce calcul, on va le rendre beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'il doit non pas trouver un hash classique, alors je ne sais pas si vous voyez sur le petit dessin, mais il y a marqué 95, 7, 8, C, 1, E, A, ainsi de suite. Et donc lui, il doit trouver quelque chose qui commence par une suite de zéros. En fait, ce qu'on appelle le plus petit hash. Et tout le monde est en compétition, donc il y a de mémoire, je crois, 20 millions de machines qui sont en compétition pour trouver le plus petit hash. Et c'est le premier qui trouve le plus petit hash qui remporte l'enchère, qui donc remporte l'équation, reçoit la récompense pour le bloc. Et c'est une équation très difficile, vous avez vu, mais il y a une seule inconnue. Donc une fois que j'ai l'inconnu, bah, je peux prouver à tout le monde que j'ai le résultat. Donc je reprends pour le fonctionnement. Dans mon bloc dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai la transaction Louis a envoyé un bitcoin à Régis, puis Régis a envoyé un bitcoin à Louis. Louis a mis le pourboire pour qu'elle soit intégrée dans le réseau, Régis a mis le pourboire pour qu'elle soit intégrée dans le réseau. Avec, il y a peut-être 3000 autres transactions qui sont dans ce bloc. Le mineur... On n'a pas gagné un bitcoin, mais on a dépensé de l'argent pour les mineurs. Exactement, là, on n'a pas gagné du tout de bitcoin. On n'a rien gagné, ni toi ni moi. Hein, on s'est envoyé, on a fait un aller-retour, et on va dire que si on reste notre portefeuille en bitcoin, on n'a rien gagné. Mais simplement, ce que j'essaie d'expliquer par cela, et c'est un petit peu complexe, je suis désolé, mais vous allez voir pourquoi je suis rentré là-dedans, c'est parce que c'est par cette sécurité, par ce minage, donc l'ensemble de mes transactions, que je vais mettre 20 millions de machines en compétition. Et si j'ai 2 machines en compétition, eh ben, il suffit simplement que je prenne la main sur une et à ce moment-là, je corromps facilement le réseau. Quand j'ai 20 millions de machines, il faut que je prenne la main sur 10 millions de machines plus une pour corrompre le réseau. Donc la sécurité du réseau vient par le nombre de mineurs, et plus j'ai de mineurs, on appelle ça le hash rate, plus j'ai de mineurs, bah, plus j'ai de sécurité. Plus j'ai de mineurs, plus j'ai de dépenses énergétiques, plus j'ai de dépenses énergétiques, plus j'ai de sécurité. La puissance de calcul du Bitcoin, c'est des centaines de fois la puissance de calcul de Google, pour vous donner une idée. Hein, voilà, une idée de proportion. Donc, je vais terminer sur la problématique du jeton. Le jeton, il permet de payer l'inscription dans le registre. Il est limité à 21 millions d'unités, mais j'ai dit qu'il y en aurait plutôt 19. Il est échangeable au même prix partout dans le monde. C'est-à-dire que si Régis est à Hong Kong et moi je suis à Vierzon, je ne dis pas Vierzon par hasard, eh bien nous aurons exactement le même prix, même si on est sur des échanges, des échanges différents. Il peut servir pour des virements internationaux. Je m'explique. Régis a une structure de production une ferme d'élevage de crocodiles. Je sais il y a peut-être des véganes, non, je ne veux pas dire. Voilà, une usine de production d'hydroélectricité où il a une réserve qui s'appelle le parc des Virunga en Afrique, et je dois lui envoyer 500 000, l'équivalent de 500 000 $. Si je le fais en Bitcoin, ça va me prendre moins de 10 minutes et ça va me coûter moins de 30 €. Aller envoyer dans un pays comme le Congo des dollars aujourd'hui avec votre banque classique, ça va être compliqué. Voilà. Donc il peut servir pour les virements internationaux, et je précise aussi que
Ça permet, quand on fait un virement international là-dedans, de plus être sous la loi du dollar. Très important aussi. Voilà. Le bitcoin est hautement divisible, puisqu'on peut aller jusqu'à 8 chiffres après la virgule. Il représente la valeur de l'infrastructure. Quand j'ai un bitcoin, ou quand j'ai une fraction de bitcoin, je suis en quelque sorte propriétaire d'une partie de l'infrastructure bitcoin. Et c'est souvent la problématique, on revient à la question du prix tout à l'heure, la problématique du prix, c'est parce que je possède une partie d'un système qui est capable de faire ce que je viens de vous expliquer. Et puis le jeton, bah, il rémunère les mineurs, hein, voilà. Voilà pour la partie très Si je technique. te laisse encore 5 à 7 minutes, est-ce que ça va, Louis? Très bien, parce que je vais parler là, j'ai parlé de Bitcoin essentiellement. Bitcoin, c'est 2008 pour la création, 2009 pour la première transaction. Donc on a du recul. C'est une technologie qui n'a jamais été hackée. Il y a des applications qui se sont pluguées sur Bitcoin qui ont été hackées, comme des échanges, des places d'échange, mais il n'y a pas eu de hack sur la blockchain en elle-même, hein. Voilà, c'est assez important à comprendre. Alors quelqu'un m'a dit: «Est-ce que vous parlerez des autres crypto-monnaies?» Oui, je parle des autres crypto-monnaies, je vais parler de quelques concepts rapidement. Le reste qui n'est pas Bitcoin. Bon, nous déjà, pour vous donner notre tropisme, quand quelqu'un investit dans les cryptos avec nous, il y a 50 de son investissement, c'est du Bitcoin. Et pour tout le reste, ça sera maximum 40 à 50 50% du patrimoine ou de la part en de la crypto? part en crypto. Je rigole, je rigole. Et voilà, et la part en crypto, c'est 2 à peu près du patrimoine aujourd'hui, pas beaucoup plus, sauf pour certains jeunes qui veulent vraiment y aller, voilà. Donc j'ai mis plusieurs, écosystèmes. Pourquoi je parle d'écosystème? Parce que souvent, dans une architecture, une infrastructure, il y a un certain nombre d'applications décentralisées qui se mettent autour, qu'on appelle les dApps. Et j'ai pris quelques exemples d'écosystèmes. Ethereum, qui est le plus connu, qui est le numéro 2 le plus connu, qui a développé la problématique des contrats intelligents ou les smart contracts. Moi, je dirais plutôt les contrats automatisés. Ils n'ont strictement rien d'intelligent. Ils déroulent un scénario et ils sont normalement assez sécurisés pour pouvoir dérouler ce scénario. Par exemple, je donnerai un exemple dans la page d'après d'un scénario d'automatisme, notamment pour remplacer le carnet d'ordre. Tout à gauche, j'ai mis un stablecoin. Un stablecoin, ça représente l'équivalent d'une monnaie, donc c'est stable. Un USDC, c'est 1 $. Voilà, qui représente 1 $, mais on en a qui représentent 1 gramme d'or, hein, comme le Vera One qui est fait à Bordeaux. On en a qui représentent 1 €, comme le Lug. On en a qui représentent un, un pound ou un yen, comme ce que propose Jarvis, ainsi de suite. Ça, c'est les stables. Ce qui veut dire que je suis sur Bitcoin, ça monte à 70 000 $. Je dis, tiens, je trouve ça bien haut, je vends 30 de ma position pour attendre que ça se calme, et donc je mets ça sur du stablecoin. Il y a tout un tas de problématiques avec stablecoin. J'attire votre attention sur 2 écosystèmes qui sont pas chers. Pas chers si vous voulez faire des transactions. L'un qui s'appelle Matic ou Polygon. Le jeton s'appelle Matic et la chaîne s'appelle Polygon. Si vous voulez apprendre à faire des transactions, c'est très bien. Les transactions coûtent pas très cher. Et puis, un très bel écosystème français qui s'appelle Tezos, qui a travaillé avec la Société Générale, qui a déjà fait des émissions de dettes, qui a travaillé avec un certain nombre d'institutionnels. Et nous, on aime bien cet écosystème-là. Je passe rapidement sur les autres qui n'ont pas s'il y a Binance, où là, vous avez Binance qui est le plus gros exchange mondial, mais qui ne fait pas preuve d'un grand amour de la part des possesseurs de Bitcoin. C'est une place d'échange extraordinaire. C'est la plus grosse place d'échange mondiale. On estime que 60 à 70 des échanges se font sur cette plateforme. Et vous avez donc le BUSD qui est donc le stable de Binance et le BNB qui est le jeton qui représente l'activité de la plateforme. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien, on peut faire des choses qu'on fait dans la finance classique. On peut faire du placement, on peut remplacer le carnet d'ordre, on peut faire des emprunts et des choses comme ça. Alors, par exemple, j'ai mis à gauche. Ici, je vais reprendre mon petit crayon, puisqu'on m'a dit que j'avais la possibilité de travailler avec un petit crayon, on va même dessiner. Ici, j'ai un 1er écosystème qui est un pool de liquidité. Tous ceux qui ont acheté sur des marchés savent que j'ai un carnet d'ordre avec, les vendeurs, un bid et ask, et j'ai les vendeurs et les acheteurs, et mon équilibre se fait, mais donc c'est Euronext qui va me faire mon équilibre, ou une chambre de compensation qui va me faire mon équilibre. Là, je n'ai plus de système centralisé, donc j'ai un système autonome, et donc j'ai des gens qui vont apporter 50 d'USDC et 50 de BUSD, donc 2 stables,
Pour permettre à qui? Ben, pour permettre, par exemple, à Régis qui a acheté sur Binance. Fallait pas Régis, mais bon, tu as acheté sur Binance, c'est pas grave. Et donc, comme tu as acheté sur Binance et tu veux du USDC, eh bien, tu as besoin de changer de l'un à l'autre. Tu as besoin de faire un swap. Et ben, pour faire un swap, tu as une pool de liquidité où moi, j'ai amené les deux. Et donc, si moi, j'amène les deux, chaque fois que tu fais un swap dans un sens ou dans l'autre, moi, je suis rémunéré. Donc, moi, j'ai un rôle de banquier, tu vois. Je suis rémunéré parce que je te permets d'aller changer de l'un à l'autre. Je peux aussi faire un emprunt collatéralisé comme un crédit lombard. J'ai des Ethereum et je veux aller faire, je veux pas les vendre alors que j'ai besoin d'argent. Eh bien, je peux bloquer de l'Ethereum. Je suis ici, je bloque de l'Ethereum et on va me donner ici de l'USD, de l'USDC. Et avec ça, je peux refaire de l'effet de levier, ce que je ferai pas, mais je peux par exemple aller faire autre chose, faire un autre placement ou même récupérer de l'argent temporairement et puis après rembourser mon prêt. Bon, là, j'ai un autre pool de liquidité. Je peux aussi, après, placer ou bloquer sur certaines blockchains mes jetons et en contrepartie du blocage, qu'on appelle le staking, j'ai un revenu complémentaire. Voilà. Donc, j'ai un revenu complémentaire quand je place de l'argent pour assurer de la liquidité. J'ai un revenu complémentaire quand je bloque pour valider des transactions. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous... Mais Voilà. qui paye ce revenu complémentaire? Ah ben, les utilisateurs, quand toi, tu vas aller changer, imaginons, tiens, par exemple, que tu fais des exercices, que tu es sur, tu me dis, tiens, quelqu'un demandait tout à l'heure comment j'achète des cryptos. Bah, tu vas sur une plateforme d'échange, tu mets des euros, tu envoies des euros par virement et tu achètes d'un stablecoin qui s'appelle USDC. Donc là, tu as l'équivalent en dollars, d'accord? Donc tu as mis 10 000 dollars. Et tu dis maintenant, je voudrais acheter une crypto pour la placer, pour la stacker, pour la bloquer, avoir un revenu. Eh bien, tu vas devoir faire un échange là entre l'USDC et le Matic. Tu vois, tu vas devoir faire un échange. Et donc, quand tu fais cet échange, tu vas payer 0,3% à peu près de frais. Mais quand moi, je vais mettre l'argent à ta disposition, toi, tu vas le faire dans un sens, mais un autre va le faire dans l'autre sens parce qu'il veut sortir, un troisième va le faire dans un sens. Donc, si tu veux, dans la journée, je vais pouvoir peut-être récupérer 10 allers-retours. Et à chaque fois, c'est 0,3%. Donc, globalement, pour donner une idée, une pool de liquidité rapporte en moyenne, quand elle n'est pas incentivée, elle rapporte entre 10 et 12%. Après, certaines plateformes ont intérêt à ce qu'il y ait toujours de la liquidité pour qu'on puisse aller sur leurs jetons. Et à ce moment-là, il y a des incentives qui permettent de monter à 20, 25, 30%. Oui, on peut aller sur Coinbase pour acheter du Bitcoin, d'autres tokens. Après, moi, j'essaie de trouver plutôt des intervenants français. Il y a TheBitDex, il y a Paymium, et puis il y a une question de frais. Voilà, il y a des questions de frais, donc faire attention à là où on choisit, les plateformes que l'on choisit pour aller acheter. Mais simplement la pool de liquidité, vous voyez que deux sources de revenus. La première, c'est parce qu'il y a des frais quand je passe de l'un à l'autre et la deuxième, c'est parce que Polygon a peut-être besoin qu'il y ait toujours, de la liquidité pour venir sur son jeton. Donc ils vont incentiver un petit peu. J'ai répondu à ta question, Régis? Voilà, oui, 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 tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce que on peut basculer ou tu as des choses encore, tu veux finir? Non, ben moi j'ai dit tout simplement que ce que je propose, c'est d'acheter, les petites bulles. Si vous voulez faire du rendement, il faut devenir acteur de l'écosystème. Ça, c'est un point très important puisqu'en fait, vous devenez en quelque sorte un peu, vous faites une activité de banquier, donc vous êtes rémunéré pour ça. Vous n'êtes pas qu'utilisateur, vous êtes acteur. À gauche, tout à gauche, c'est, surtout les stratégies sur Bitcoin et sur les crypto-monnaies, c'est, acheter toutes les semaines, tous les jours ou tous les mois. Moi, je ferais plutôt tous les jours ou toutes les semaines, et conserver. C'est la meilleure manière de commencer à acquérir un patrimoine. Il faut se former. Il faut se former. C'est pour ça qu'on met le DUOR, c'est Do Your Own Research. C'est-à-dire vraiment, il faut faire ses propres recherches avant d'investir. Et puis, bah, il faut se faire accompagner. Bien sûr, nous, on est là pour ça, ce qu'on fait pour nos clients. Et il ne faut pas y mettre plus de 1 à 2% du patrimoine pour le moment. Et ce n'est que lorsque vous serez investi que vous apprendrez. Tant que vous n'êtes pas investi, vous n'apprendrez pas. Eh bien, écoutez, c'est parfait parce que c'est une approche qui est diamétralement opposée à la mienne. Je ne parle pas des résultats ou de ce que j'en pense. Je parle Mmh. juste que je pourrais associer ça à une approche bottom-up. Mmh. C'est-à-dire, Louis part de ce que c'est pour essayer de comprendre l'intérêt que ça peut représenter dans un portefeuille. Moi, je vais partir de l'autre côté. Je vais partir du haut.
Alors, on bascule sur la présentation. Paf, je prends mon petit stylet. Voilà. En quelques mots, ce qu'a été Bitcoin en 2021, c'est un des meilleurs performeurs l'année dernière, bien mieux même que le Nasdaq. On voit que l'adoption de Bitcoin par les investisseurs progresse, puisqu'on atteint 295 millions. Alors, j'adore les chiffres donnés par les plateformes spécialisées comme crypto.com, parce qu'ils vous mettent, ils calculent un crypto adoption rate. Alors, on dit 4%. 4%, c'est pas beaucoup, ça laisse de la marge de progression. Mais c'est quoi? Ils prennent le nombre d'investisseurs divisé par la population mondiale. Alors, je suis sûr que ça restera un chiffre très très bas. Depuis, je me suis amusé à regarder le graphique du Bitcoin depuis, enfin, autant que l'histoire me permet. Tu me confirmes, c'est 2010, Louis, le début Oui, oui, oui. Et en fait, si tu veux, quand tu prends une échelle logarithmique comme celle-là, tu arrives à 160. Tu prends les points bas. Hein. Je ne parle pas du point haut. Quand tu parles des points bas de Bitcoin, c'est 164% par an en moyenne. Ah ben voilà, ça doit donner que ça, plus de 52 millions de pourcents depuis le début, donc sur 12 ans. Donc tout ça est extraordinaire. Alors quand j'écoute les personnes qui sont bulles, qui sont haussiers sur le Bitcoin, ils expliquent que c'est de la monnaie, que c'est une réserve de valeur, que c'est une protection contre l'inflation, que ça a de la valeur parce que c'est limité en nombre dès la naissance dans l'algorithme, comme le disait Louis, que c'est un placement liquide et que c'est un placement diversifiant. Alors moi, je voudrais vous expliquer pourquoi je suis en désaccord avec la plupart de ces assertions. La première chose, c'est que même si ça sert à envoyer de l'argent au Togo ou au Congo, pardon, je ne sais plus, c'est pas aujourd'hui utilisé à grande échelle et il n'y a aucune comptabilité en Bitcoin. J'en connais pas, à part celle du Salvador peut-être. Lorsque Elon Musk a dit j'accepte les bitcoins lorsque vous venez d'acheter une Tesla, il n'a pas dit ma comptabilité sera en bitcoin. Il a juste dit voilà, j'ai un prix en dollars, j'adapte le prix en bitcoin. Il aurait pu faire en nombre en cheptel de vaches ou ce qu'il voulait, ou en merguez. C'était absolument pareil. Ensuite, c'est un actif éminemment volatile, ça tout le monde en conviendra. Calculer la volatilité de 75 par rapport à l'or qui est de 15 ou l'euro-dollar de 6. Il faudra que tu laisses la diapo d'avant parce que là, j'ai les contre-arguments pour les 3 points. Okay, et puis j'ai du lourd, hein. Et puis j'ai du lourd en plus. J'essaie de limiter à 1 heure. Si tout le monde est encore là, évidemment, tu pourras commenter. Alors, en valeur limitée en nombre, je prends l'inverse. Tout ce qui est limité en nombre n'a pas une valeur exponentielle et en croissance régulière. Je prends le pétrole, c'est entre $10 et $140 depuis 20 ans. Le fait que ce soit une ressource limitée ne suffit pas à justifier une croissance régulière de son cours. En revanche, le nombre de crypto-monnaies est, lui, illimité. Aujourd'hui, il y en a 16 000. Je ne sais pas si c'est ce que tu as comme chiffre. Et en plus, oui. le fait que la quantité de Bitcoin soit limitée fait qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, alors tu parles des holders ou des hodlers, ou je ne sais pas comment il faut le dire, mais il y a quand même une concentration des investisseurs, puisque le top 100 des investisseurs, donc qu'on appelle les baleines, détiennent 13% des bitcoins. Donc ça veut dire que c'est quand même un actif qui est éminemment sujet à la spéculation. Il y a une raison, il y a une vue assez politique de certains possesseurs de Bitcoin qui vous expliquent, vous vous rendez compte, ce qu'ont fait les banques centrales. Elles ont créé de la monnaie, elles ont fait de la dévaluation compétitive, et ça, c'est vraiment pas bien. Eh ben moi, je trouve ça plutôt bien. Parce qu'il y a une équation qui relie la quantité de monnaie au prix, qui est une équation qui vous dit que la quantité de monnaie multipliée par la vitesse de circulation est égale à la production multipliée par le prix. Or, si vous limitez la croissance de la quantité de monnaie, qu'en plus la vitesse de circulation, allez, même si on la suppose stable, en l'occurrence,
depuis 15 ans, elle est en baisse. Ah bah oui, il est en baisse puisque tu multiplies la monnaie. Alors là, si on rentre sur les agrégats monétaires, on va rigoler. Ça Puisque veut dire que forcément, vous ajustez à la baisse soit la production, soit le prix, soit les deux. Ça veut dire que vous êtes à peu près sûr d'avoir de la déflation et des dépressions de manière régulière. Et c'est d'ailleurs ce qui se passait à l'époque où le dollar était attaché à l'or, puisque vous voyez ici la partie blanche, c'est la partie Bretton Woods, où vous avez une volatilité du PIB qui est éminemment plus importante qu'à partir du moment où, en 71, je crois, les deux ont été découplés par Nixon. Et donc, vous avez une stabilité quelque part de la croissance économique. mais qui est malheureusement due uniquement à la dette. En fait, on n'a plus de croissance bio depuis maintenant bien longtemps, mais bon. Mais j'écoute. Les taux sont effectivement très bas. On pourrait croire que l'augmentation de la dette générerait des taux plus élevés, puisque on demande un taux plus important pour prêter à quelqu'un qui ne va pas très bien. Or, les taux sont extrêmement bas. Alors, une protection contre l'inflation. Moi, j'aime bien comme on dit, le fact-checking et de mettre l'un sur l'autre deux graphiques qui est en bleu l'inflation américaine et puis les cours du Bitcoin en face et puis de voir la corrélation. On s'aperçoit que la corrélation, elle part dans tous les sens. Elle est tantôt négative, elle est tantôt positive, mais en tout cas, je ne vois pas de corrélation positive régulière entre les cours du Bitcoin et l'inflation. On nous dit que c'est un actif décorrélé. Ah bon? Très bien, je regarde. S&P 500, Bitcoin. Je regarde ici la corrélation. On estime que entre moins 0,5 et plus 0,5, il n'y a pas de corrélation. Entre 0,5 et 1, c'est une corrélation forte et positive. Et en dessous de moins 0,5, ça diverge. Et il suffit de voir ce graphique-là pour voir qu'à peu près la moitié du temps, le Bitcoin est corrélé à plus de 0,5 au S&P 500. J'ai fait le même exercice en dessous en jaune pour l'or. Là, c'est vraiment relativement rare, on ne peut pas dire que ce soit tout le temps le cas, mais qu'il y ait une corrélation supérieure à 0,5. On voit que la corrélation se balade quand même entre le positif et le négatif, ce qui est déjà assez rassurant. Et donc, cet actif, l'or, qui je rappelle est échangé depuis plusieurs millénaires, est réellement un actif diversifiant. Alors, on dit aussi que le cours du Bitcoin suit une marche qui est globalement indépendante des marchés. Eh bien, moi, j'ai voulu le considérer comme un actif classique, comme les actions, et puis j'ai essayé de voir si les moteurs sont similaires, et je trouve qu'ils sont assez similaires. Finalement, alors là, vous avez le Bitcoin, ROC, c'est le Rate of Change, et l'euro-dollar. Et on s'aperçoit que, comme les marchés financiers, en général, le Bitcoin, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas un indicateur explicatif de 100% de la variation des Bitcoins, ni de 100% de la variation des actions. Hein. Mais il y a quand même une certaine corrélation entre la dynamique du dollar et la dynamique du Bitcoin, c'est-à-dire que quand le dollar baisse, le Bitcoin a tendance à se surenchérir, comme n'importe quelle commodities, puisqu'il est coté en dollars. L'influence sur les prix, 2 sur 4. J'ai pris un graphique que j'aime bien. C'est de comparer. Alors, ouais, les couleurs sont pas géniales. Le S&P contre le marché obligataire, c'est ça. Et le Bitcoin, c'est ça. Pourquoi prendre ce ratio du S&P 500 contre le marché obligataire? Parce que ça vous donne une certaine mesure de l'appétence au risque pour les investisseurs. Évidemment, on se dirige vers les actions quand on cherche du risque, on se dirige vers les obligations quand on cherche à se protéger. Alors, ça ne marche pas toujours très bien, évidemment, surtout depuis le début de l'année où les deux marchés baissent, mais globalement, c'est un très bon indicateur. Et on voit que finalement, Bitcoin suit de manière assez fidèle. Alors évidemment, on pourra toujours arguer du fait que durant la crise du Covid, le Bitcoin n'a pas beaucoup baissé
alors que les actions sont effondrées. Mais on peut lire quand même de manière évidente une corrélation entre le goût des investisseurs pour le risque et le prix du Bitcoin. Enfin, c'est presque un peu ironique, c'est que le Bitcoin a bénéficié grandement, à mon sens, des largesses de la Banque centrale américaine. Et que finalement, ce que les aficionados du Bitcoin défendent, qui est de dire les largesses de la Banque centrale sont vraiment à proscrire, mais s'il n'y avait pas ces largesses, le Bitcoin ne vaudrait pas ce qu'il vaut aujourd'hui. On voit qu'il y a alors, ici en bas, on a les taux à 2 ans qui sont le reflet des attentes des investisseurs sur le comportement de la Banque centrale. Donc, on se souvient que Powell avait commencé à monter les taux en 2018, donc il a rapidement changé d'avis, qu'ensuite il les a baissés, et Covid-19 aidant, il les a fortement baissés ici, et puis que les investisseurs s'attendent à ce que Powell remonte les taux. Donc, on voit les taux à 2 ans remonter fortement. Et que ça se marie finalement assez bien avec les mouvements de va-et-vient, de correction du Bitcoin. L'autre chose... Il y a une autre explication beaucoup moins malheureusement liée à ça, c'est qu'il y a un halving tous les 4 ans, et quand on met la progression du Bitcoin par rapport au halving, c'est-à-dire la halving, c'est quand la difficulté de minage augmente, enfin pas que la difficulté, mais la rémunération du Bitcoin pour les mineurs baisse, et divisé par 2 par exemple, eh bien il s'ensuit toujours une hausse des cours. Et si on prend la courbe halving, hausse du prix du Bitcoin, on trouve quelque chose qui est vraiment lié et qui commence à se décorréler. Mais je te laisse continuer, Régis. Okay. Non, mais merci de compléter mon propos. Hein. J'ai aucun problème. L'autre graphique qui également est assez corrélé, plutôt que de regarder les anticipations de hausse des taux de la Fed, c'est de voir l'évolution de son bilan, et qu'à chaque fois que le bilan corrélation n'est pas causalité. On est absolument d'accord. Néanmoins, quand on voit plusieurs éléments concordants, on peut se dire qu'il y a peut-être un lien. Donc, à chaque fois que la Fed a arrêté d'étendre son bilan, on a eu cette fameuse correction qui, à chaque fois, a été de 80 à 90%. Je ne suis pas sûr que les investisseurs, même si ce sont des croyants, des gens qui vont posséder le Bitcoin sur le long terme, puissent accuser une baisse de ce niveau-là sans vendre et sans amplifier la baisse. En fait, on a typiquement, hein, on voit, enfin, c'est assez bien corrélé avec les halvings, hein, on le voit pas mal, et on a, de toute façon, après un halving, une forte hausse, et après une forte hausse, une correction. Enfin, en tout cas, ceux qui suivent Bitcoin depuis longtemps, hein, sont habitués à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on était à 69 000 $, on disait à nos clients: «Bon, c'est peut-être pas le moment d'y revenir massivement», parce qu'on s'attendait derrière à une correction d'au moins 50 à 60 %. C'est-à-dire pour nous, il y a 2 plafonds à enfoncer, un, c'est 28 500 $ pour Bitcoin, entre 30 000 et 28 500. Si le plancher n'est pas enfoncé, ça veut dire que ça servira vraiment de rebond pour la suite, et que, autrement, voilà, on a un autre plancher à 20 000, à peu près à 20 000 $, mais on prend les historiques, et toujours un halving, suivi d'un halving, il y a une très forte progression, et ensuite, après cette forte progression, il y a une correction. Il y a 60 à 70 % des gens qui maintiennent leur position, qui sont appelés des hodls, qui sont de plus en plus importants en termes de nombre. La proportion est à peu près toujours la même. Puis après, il y a les spéculateurs, mais les hodls, que ça monte, ça descende. Moi, je connais maintenant des crypto-millionnaires qui sont venus me voir, qui ont des actifs depuis 2014 et qui n'ont pas vendu un seul Bitcoin depuis 2014. Je doute que l'explication du halving puisse justifier l'ensemble des variations, et en particulier les phases de hausse. Ça serait trop facile. Pas tout. Non, mais je dis pas qu'il y a que le halving. Mais il y a une corrélation très forte avec le halving, mais il est évident que pour tous les marchés risqués, les largesses de la banque centrale
ont permis, bien sûr, de faire venir plus de gens sur les cryptoactifs et pas que Bitcoin, puisqu'en fait, la prééminence de Bitcoin a beaucoup baissé depuis 2019-2020 avec l'arrivée de la DeFi, de la finance décentralisée. Mais on le disait en 2020 avec Yves Chouet-Fati, on faisait intervenir Yves Chouet-Fati qui a le premier fonds Bitcoin en Europe, qui s'appelle Tobam, et qui nous disait bien que le retour à l'orthodoxie monétaire des banques centrales marquerait une correction du cours de Bitcoin. Or, une remontée des taux, le tapering, ce sont des éléments de retour à l'orthodoxie. Il n'y avait pas de mystère là-dessus. Alors, je continue. Alors, il y a un graphique que j'aime bien. C'est de voir ce que font les spécialistes d'un secteur au moment de leur cotation en bourse. On a Blackstone, qui est le plus grand fonds de private equity au monde, qui s'est introduit en bourse en juillet 2007, après une hausse du S&P 500 de 74%, donc toute la période entre 2003, post-bulle TMT, et qui décide de s'introduire ici. Évidemment, eux ont une connaissance intrinsèque des sociétés, des marchés, que peu de gens ont sur la planète. Il s'en est suivi une baisse des marchés de 55%. Deuxième exemple, Glencore, premier spécialiste au monde du trading de commodities, s'introduit en bourse en 2011, juste au moment du pic des commodities. Toutes les années qui ont suivi ont vu une baisse de 48% de la moyenne des commodities. Et d'ailleurs, à chaque fois, le cours tant de Blackstone que de Glencore ont tout à fait logiquement été corrélés à la matière première qu'ils traitent, donc les commodities et les actions pour Blackstone ont vu leur cours baisser. Donc l'introduction a été vraiment à point nommé pour les dirigeants qui sont sortis à ce moment-là ou qui ont pu alléger leur position. Et ben, moi, je me demande si ça ne va pas être la même chose avec Coinbase, puisqu'on voit une corrélation extrêmement forte entre Coinbase et le Bitcoin, que l'introduction qui a eu lieu il y a maintenant quasiment un an s'est faite vraiment, pareil, dans des conditions absolument géniales pour les actionnaires de Coinbase. D'ailleurs, j'en profite pour noter au passage que l'introduction en bourse n'avait absolument pas vocation à lever des capitaux pour le développement, mais juste permettre aux dirigeants de vendre leurs actifs dans des conditions exceptionnelles, et que la poursuite de la baisse de Coinbase ne préfigure rien de bon, à mon sens, pour Bitcoin. Enfin, un dernier graphique ou un avant-dernier graphique. Tu dois connaître ça, le Grayscale Bitcoin Trust, GBTC, Louis? Oui. Il s'est toujours traité avec une prime sur le Bitcoin parce que c'était un des rares moyens de s'exposer à un véhicule d'investissement très fortement corrélé au Bitcoin. Donc, tu as la réponse à ta première question. Est-ce qu'il existe des comptabilités en Bitcoin? Ben oui, il existe des comptabilités en Bitcoin puisqu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont des Bitcoins dans leur compte. Tesla, Grayscale, même Non, la on a compta plein de d'autres. Tesla, Donc, elle est en dollars. non, elle est en Bitcoin. Mais bon, La compta de Tesla est en Bitcoin. non, pas la totalité, mais comme dans toute grande société, tu as des comptabilités analytiques et une partie de la comptabilité est en Bitcoin. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de plan comptable en Bitcoin pour que l'ensemble de la société. Mais tu as quand même des sociétés dont la majeure partie de l'actif sont constitués, enfin la majeure partie de la trésorerie sont constituées de Bitcoin, et donc tu as une partie de la trésorerie qui est, tu as une partie de la comptabilité qui est tenue en Bitcoin. Mais bon, je t'écoute. Ouais, je finis. Aujourd'hui, il y a une décote de quasiment 25% entre ce véhicule d'investissement et le Bitcoin. S'il y avait un tel engouement sur le Bitcoin, pourquoi il n'y a pas un arbitrage entre un achat de GBTC et une vente de Bitcoin en face, puisqu'il y a des futurs dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, on sait bien que Bitcoin est impossible à valoriser. À mon sens, peut-être qu'on peut se retrouver là-dessus, puisqu'il n'y a pas de flux de revenus, donc à l'image de l'or, difficile de valoriser Bitcoin. Alors donc, on a essayé de regarder, moi, il y a des choses que je trouve incroyables sur Bitcoin.
d'abord, c'est de voir les deux types d'investisseurs qui sont soit des croyants, souvent technophiles, et on peut pas. Mais Régis, c'est la même chose pour les marchés. Si tu prends la prime de risque qui est égale à zéro, tu divises par zéro la bonne valeur d'une action. On a vu quand les taux étaient à zéro, c'était l'infini. Donc c'est quand même Non, ça c'est la de la question. théorie qui, dans la pratique, n'existe pas. Oui, mais enfin, aujourd'hui, quand tu as des PE qui sont montés à 25, 30, 35 et tout le monde nous disait: «Faut encore y aller dessus», tu peux pas dire que, c'était valorisé de manière raisonnable et de manière raisonnée. C'était qu'à un moment donné, il y avait aussi des gens qui croyaient à la tech, qui croyaient à ci, qui enfin voilà, qui Je suis croient d'accord, à mais il y a des, il y a des flux de revenus derrière. mmh. Là, Mais, comme on tout va à on l'heure, va de je vais te donner un exemple. il y a Il pas y de a des flux de gens qui revenus. il y a des gens qui valorisent beaucoup, Alors, pardon, les Louis, vas-y, je vas-y. finis parce que je promets Vas-y, en vas-y. général que ça dure 1 heure. Comme ça, je finis. Puis s'il OK. y en a qui veulent partir, bah, ils partent. S'il y en a qui veulent continuer à échanger, ils sont les bienvenus. Euh, alors, il y a un truc que j'ai jamais vu sur autre chose que le Bitcoin, c'est de me faire démarcher téléphoniquement par des personnes. Alors, ça arrive toujours quand le Bitcoin a perdu 50%. Ils m'appellent, bonjour monsieur, etc. Venez investir en Bitcoin. Moi, je trouve ça inquiétant. Alors, ça, moi, ça me fait marrer, mais sur le fond, je trouve ça inquiétant pour le Bitcoin qui ait besoin de faire de la retape pour appeler des investisseurs. Et qu'un tweet puisse déplacer des cours aussi, je trouve ça, mais c'est vraiment flippant pour un investisseur Bitcoin. Alors, on dit, ouais, le Salvador a pris le Bitcoin, c'est formidable, c'est une grande réussite. D'abord, alors, Naïb Bukele, bon, comme la photo ne le laisse pas préjuger, c'est le président du Salvador, qui se targue sur Twitter d'avoir acheté 150 bitcoins, enfin que le pays a acheté 150 bitcoins à un prix de 48 000 euros. Alors effectivement, il avait touché un bas, il a eu raison 48 heures, et puis maintenant on est à combien, à 32 ou 30, 38. En 2,38, oui. 38, 38. Alors, c'est pas le fait qu'il ait acheté à 48, il fait ce qu'il veut, mais il y a un état d'esprit qui m'inquiète. Alors, si vous voulez quand même avoir une mesure, moi que je trouve fidèle de la santé du Salvador, c'est de regarder le pricing de ses obligations. Or, depuis que le Salvador a adopté le Bitcoin, son obligation 2025, c'est pas loin, hein, est tombée à 40% de décote du pair. On est à 60%. Et on voit que là, bon, jusque-là, ça se tenait entre 90% et 110%. Là, on vient de chuter. C'est quelque part les investisseurs. Alors, soit la planète investisseur n'a pas compris le Bitcoin, très bien, peut-être. Soit ils considèrent que c'est un délire d'un malade mental que d'avoir mis la comptabilité du Salvador en Bitcoin. En conclusion, pour moi, c'est un outil de spéculation qui est auto-alimenté par la rareté et la croyance d'un game changer. Oui, peut-être que demain, il y a de réelles applications au Bitcoin, que le Bitcoin ne va pas disparaître, que ça restera un véhicule d'investissement, mais c'est le véhicule d'investissement d'un rêve qui ne se réalisera pas, c'est-à-dire que toute la comptabilité, les banques centrales n'adopteront pas le Bitcoin, au contraire, à mon avis, elles vont plutôt le mettre le plus de côté possible, que j'ai aucun problème pour considérer que c'est une innovation formidable, mais que les innovations formidables ont toujours fait bon ménage avec bulles et crack, que je sache. Je peux continuer d'acheter des tulipes chez mon fleuriste. Je peux continuer à prendre le train. Il y a eu une bulle des chemins de fer à la fin du 19e siècle. Mais il n'y a pas eu Voilà. de bulle des tulipes, hein, c'est encore, là, c'est pareil, c'est une croyance mondaine, mais se reporter à Jacques Favier qui le démontre bien, Que agrégé quoi d'histoire. que Il n'y a Il pas n'y eu a, de bulle sur les tulipes. a pas eu de bulle sur les tulipes. Je C'est t'enverrai formidable. le lien, je t'enverrai le lien, tu verras. Envoie-moi le lien. Envoie-moi le lien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on passe d'un game changer à un game over? C'est ce qu'on disait, c'est ce que chez Fouati disait, une moindre liquidité, la régulation qui est quand même, les règles du jeu ne sont pas aujourd'hui gravées dans le marbre, et peut-être que ça peut être trop cher pour le dernier acheteur. Et pour te faire plaisir, et vraiment parce que c'est toi et parce que c'est vous, moi j'avais préparé une petite vidéo, alors vous allez me dire, le son est peut-être pas très bon, justement de chez Fouati. Moi, je devrais vous quitter à 12h40, donc après, il Alors, faut voilà. Et j'aimerais quand même répondre à certains points parce que, bon, j'ai je ne j'ai sais- j'ai j'ai bon, bien ça n'a pas compris, fonctionné. j'ai bien
compris le but poursuivi parce qu'en fait, si tu avais commencé par ta présentation et que j'avais fait la mienne, j'aurais pu, argumenter. Ah bah non, pardon, non, Diffi non, 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 moi non, je te laisse mais par contre, entièrement répondre. remets-moi ta présentation, s'il te plaît. On va commencer par la première diapo et je m'arrêterai à celle-là. Voilà, je vais commencer par la première diapo. Parce que déjà, je pense que là, déjà, il y a des choses importantes. Alors, Ou c'est bon, pardon, c'est ouais, ça ou c'est ça? ouais, non, non, c'est bon, non, la première, ouais. Donc, je reprends, par rapport aux corrélations quelconques, 164 les points bas de Bitcoin depuis l'origine, aucun actif aujourd'hui n'a une corrélation pareille avec Bitcoin. J'entends ce que tu as Attends, dit. excuse-moi, attends, excuse-moi. Tu parles de la tu as parlé de la performance, pardon? Je parle de la quand tu prends Excuse les points bas de ouais. Bitcoin, 164 depuis l'origine, aujourd'hui, je n'ai pas, ce genre de progression de corrélation sur ce genre de Alors non, progression-là. pardon, tu peux avoir un Mmh, actif corrélé qui d'un côté monte de 3 pendant que l'autre prend 164 000. La corrélation, c'est pas la perf, hein, c'est vrai, d'un point de vue mais mathématique. mais en fait, la corrélation dont, si j'avais vu ta présentation, j'aurais pu aller chercher des éléments qui permettaient d'aller avoir un point de vue différent. Je dis pas mon but, c'est pas d'avoir raison, que tu aies raison ou Alors qui ait tort, c'est pas le Louis, sujet. comme je veux une stricte égalité de traitement, effectivement, j'ai eu ta présentation avant que tu ne vois la mienne. Si tu veux préparer des arguments, moi j'ai évidemment la liste de tous les inscrits, on pourra leur envoyer pour compléter, hein. Ouais, mais bon, mais le sujet, enfin voilà, le sujet pour moi est d'abord la monnaie. Effectivement, Bitcoin n'a pas tous les attributs parfaits de la monnaie pour l'instant. Ceci étant, que tu sois par exemple turc, libanais, que tu sois iranien ou que tu sois dans un pays qui a un problème monétaire grave, je peux te dire que Bitcoin est quand même une solution de repli, très, très utile pour l'ensemble de ces pays. Et donc c'est devenu aussi pour ces pays-là, une monnaie, et tu sais que, l'administration française ne serait pas contre le fait qu'on reconnaisse le statut de monnaie à Bitcoin à partir du moment où elle a cours légal dans un pays, ce qui donnerait qu'ailleurs quelques éléments de modification au niveau fiscal. Le deuxième point, une réserve de valeur. Eh bien, à court terme, oui, effectivement, tu peux dire qu'à court terme, ce n'est pas une réserve de valeur. Mais tu ne peux pas dire que quand tu regardes un petit peu, moi-même qui n'ai acheté qu'en 2019, pour moi, c'est quand même une réserve de valeur. Sur le long terme, dès qu'on a un petit peu de recul, c'est une réserve de valeur. Et d'ailleurs, le troisième attribut, c'est que c'est une unité de compte. Alors bien sûr, tu n'as pas aujourd'hui de règles comptables parce que c'est trop neuf. L'adoption est trop récente pour avoir des règles comptables, pour avoir l'ensemble du bilan en bitcoin, mais ceci étant, je pense que c'est juste une petite question de temps. Pour la protection contre l'inflation, tu as montré aujourd'hui que, alors les courbes, on peut leur faire dire beaucoup de choses. C'est pour ça que en fonction de l'utilisation de telle et telle courbe, on peut prendre les mêmes éléments et faire dire des choses un tout petit peu différentes. Mais la protection contre l'inflation, c'est quoi? C'est le principe de tu parles de le Bretton Woods comme un point positif. Moi, je dis que simplement la personne qui avait gardé 20 qui avait changé son billet de 20 contre un souverain de 20 or, donc avec l'aigle à 2 têtes, 20, mais aujourd'hui cette pièce vaut 1 600. Donc ce qui veut dire que l'ensemble des actifs ont perdu énormément, enfin la monnaie a perdu énormément de valeur faciale. Donc, d'une certaine manière, on sait que c'est parce qu'il y a eu, un endettement massif, mais c'est un appauvrissement quelque part, et Bitcoin propose, en tout cas ses supporters proposent que ça soit une manière de garder de la valeur. Voilà. Liquide, il est liquide partout dans le monde. Ça, je peux te dire qu'aujourd'hui, tu peux les taux d'échange sur Bitcoin, je ne vais pas dire de bêtises, il faudrait que je reprenne les chiffres, donc je ne vais pas Moi, dire de j'ai pas bêtises questionné maintenant. la liquidité, hein. Hem, voilà, c'est aujourd'hui, ultra liquide, et elle est diversifiant pour la question de la corrélation. Tu as pris le S&P 500 qui est effectivement l'indice sur lequel Bitcoin est le plus corrélé, mais même si les J'aurais dû marchés prendre le américains Nasdaq, ça aurait été pire, je pense. dictent le monde, oui, oui, mais enfin Nasdaq ou S&P 500, mais tu sais que c'est le S&P 500, tu enlèves 5 valeurs du S&P 500 et tu changes complètement la courbe du S&P 500. C'est-à-dire Alors, qu'aujourd'hui, enlève 5 valeurs du S&P 500 et tu vas voir, ça n'a plus rien à voir. Donc c'est tu changes alors Nasdaq. tu changes on pourra le faire, hein. Tu changes sa performance grandement. La corrélation, je suis pas sûr.
Ah si, je pense que tu la changes quand même assez sensiblement parce que si tu prends des indices européens ou des indices mondiaux, tu vas voir que c'est pas forcément pareil. Mais mon sujet n'est pas de dire que Bitcoin est, la martingale et je terminerai là-dessus. Bitcoin n'est en aucun cas une martingale. Bitcoin est pour nous, une technologie de rupture, qui ouvre une brèche et qui a sa place dans le patrimoine, de manière, comme l'eau de javel, quand on a une eau qui est impure, on met 2 d'eau de javel et l'eau devient beaucoup plus facilement consommable. C'est évident que si j'ai 15 d'eau de javel, ça devient, impossible à consommer. Donc aujourd'hui, on n'a pas de certitude, mais on n'a pas non plus, on n'est pas non plus des inconscients en proposant à nos clients de venir sur cette crypto-monnaie. Heu, c'est un changement de paradigme qui est un petit peu compliqué à appréhender, ça j'en suis conscient, mais cette technologie est une technologie de rupture et qui va correspondre à beaucoup d'aspirations de personnes, notamment dans la liberté qu'elle préserve et je pense et je terminerai là-dessus que, par rapport au contrôle grandissant de l'ensemble de nos échanges, Bitcoin peut aussi représenter une part de liberté qui est en train de disparaître. Voilà. Bon, eh ben, écoute, je te laisse ce mot de la fin. Je te remercie une nouvelle fois de t'être prêté au jeu de cet échange sur ce sujet aussi clivant. Je remercie à chacun, vous êtes encore 37 et c'est formidable. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire sur le Bitcoin. Si vous souhaitez avoir le replay, faites-moi un petit mail parce que il partira pas forcément automatiquement. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. On fera un webinaire sur le pétrole qui est intitulé Énergie du passé et investissement d'avenir ou investissement d'avenir. D'ici là, vous allez basculer au moment où je fermerai le webinaire sur une page de remerciements. Vous aurez le lien pour aller sur le site de Louis vers ces montagnes Montagne conseils. Conseil, Montagne Montagne Conseil, Conseil. je ne me suis pas trompé. Ou ETF Finance. Vous aurez aussi l'accès à notre chronique Parlons peu, parlons bourse, qui est à un rythme aujourd'hui hebdomadaire, et l'accès aux inscriptions pour le prochain webinaire. Merci à tous, merci Merci pour Louis, l'invitation, en tout cas merci pour le Régis temps. et puis, n'oublie pas que je remets mon pari en jeu donc, on va mettre un pivot, on va garder le pivot, à 70 000 mais je pense qu'en 2023, moi je veux bien t'inviter en 2022, mais je peux te dire qu'en 2023, c'est toi qui vas m'inviter. Voilà. Ok, Allez, les paris merci. sont ouverts. À très Bon bientôt. week-end. Merci à tous encore. Ciao. Au revoir.